Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webinaire sur réconcilier les données clients pour une véritable expérience omnicanal. Nous allons attendre encore quelques instants afin que tout le monde puisse se connecter. Tout d'abord, quelques éléments sur le fonctionnement du webinaire. Au niveau du son, le son sera diffusé sur votre ordinateur. Il n'existe pas d'option pour pouvoir vous connecter par téléphone, donc veuillez bien vérifier que le son de vos haut-parleurs ou casques soit bien activé et réglé. À l'issue des 30 minutes de présentation, nous aurons une session de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions à tout moment via l'onglet Q&A prévu à cet effet. Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez cliquer sur l'onglet End. Des personnes sont disponibles pour vous aider. Le webinaire est enregistré et sera mis à disposition dès demain sur le site Rich5. Nous allons attendre encore quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Donc, bienvenue sur le webinaire de ce jour sur réconcilier les données dans un contexte omnicanal. Je suis, pour vous accompagner aujourd'hui, 3 intervenants. Je suis Vincent Jolivet de l'équipe avant-vente Rich5. Bonjour à tous, Frédéric Ozic, moi je suis en charge de la transformation digitale à l'Olympique de Marseille. Et bonjour à tous, moi c'est Nicolas Borgis et je suis le directeur général d'Imakina en France. Tout d'abord, l'agenda de ce webinaire. Donc, une première partie, présentation de 30 minutes, avec une première étape sur les enjeux de la réconciliation des données clients présentée par Rich5. Une deuxième sur comment l'OM s'est engagé dans cette transformation digitale afin de délivrer une expérience sans couture dans un contexte multi-touchpoints à l'ensemble de ses fans. Pour enfin terminer avec notre partenaire Imakina, qui partagera son expérience pour passer d'un commerce omnicanal à un commerce résilient. Et enfin, une session de questions-réponses. Tout d'abord, donc les enjeux de la réconciliation des données clients. Quelques éléments fondateurs pour démarrer. Donc, jamais les consommateurs n'ont eu autant de choix et d'exigences. Par choix, on entend choix du produit, choix du fournisseur, choix également du moment d'achat et choix du canal. Attentes et exigences n'ont jamais été aussi fortes. Le Covid a montré clairement une accélération du digital. Les clients cherchent toujours à répondre à un besoin primaire qui est de trouver le produit désiré, mais aussi en toute sécurité, ce qui a pour effet de faire évoluer sensiblement les modes d'achat où on va par exemple plus fréquemment commencer par une interaction sur un mobile pour terminer sur un magasin en essayant de minimiser les contacts. Ce qui veut dire que pour les marques, le besoin d'agilité et d'adaptation n'a jamais été aussi grand. Des études commencent même à montrer que les gagnants des prochaines soldes, Black Friday et Noël seront les magasins qui éviteront la cohue et qui seront en capacité de vraiment fournir une expérience omnicanale de bout en bout. Il faut donc d'ores et déjà se préparer. Ceci crée de véritables challenges pour les marques qui doivent construire une compréhension fine et complète de leurs clients. On cherchera tout d'abord à répondre à des questions simples mais importantes, par exemple comme la fréquentation des points de vente, des sites, l'évolution par journée, par heure, saison, quels sont les produits vendus, lesquels ne se vendent pas. Bref, en savoir ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Mais également des opportunités formidables de délivrer une expérience personnalisée qui soulève des questions un peu plus élaborées, du style quelles sont les raisons du succès ou échec d'une offre. On va commencer à croiser des données pour chercher des corrélations et des causalités, par exemple entre un historique client, un placement produit, la disponibilité d'un conseil, mais aussi des données exogènes sur la concurrence, la météo par exemple. Pour enfin prédire et offrir tout au long du parcours des suggestions pertinentes qui donnent une valeur ajoutée à un fournisseur par rapport à un autre. Ceci dit, on voit une approche simple et facile à comprendre, mais loin d'être évidente à déployer, de par notamment des systèmes peu intégrés et une transformation digitale, une transformation de l'entreprise qui nécessite l'adhésion de toutes les forces vives. Commençons par un focus sur la situation actuelle. Tout d'abord, on observe des parcours en silos, décorrélés. Ces silos sont clairement générateurs de friction, de freins et d'insatisfaction, comme par exemple le besoin de s'enregistrer chaque fois, la sensation claire de ne pas être reconnu entre 2 visites ou achats,
et une expérience qui va être sensiblement différente selon le canal utilisé. La certitude également de trop nombreux clients de ne pas être connus, qui font que les offres de produits, de contenu sont rarement pertinentes. Ça, c'était le point de vue du client. Si on regarde le point de vue de l'entreprise, ces silos se traduisent également au sein de l'entreprise elle-même. Les équipes vont connaître leurs clients sur leur verticale de données, mais vont rarement avoir accès aux données des autres équipes. Et donc, seront dans l'incapacité de voir l'impact et le sens d'un parcours sur un autre canal que celui qui est géré, sur leur relation avec le client. Tout ceci génère clairement des conséquences fâcheuses sur l'image de marque, la fréquence des visites, ainsi que la confiance des clients. Comment changer en fait cette situation fâcheuse? D'abord, on cherche à un futur où les parcours seraient réconciliés en un unique parcours cohérent qui permettrait d'avoir une vision de l'ensemble des interactions avec un client. Un futur donc où le client, peu importe le canal utilisé, est bien unique. Un futur où l'on comprend les raisons qui portent les clients à revenir. Un futur où l'on sait prévoir quelle offre aura du succès auprès de quelle clientèle. Un futur où l'ensemble des forces vives, on va parler des équipes de vente, des équipes e-commerce, mais également des équipes IT, du service client, de la définition des produits et même de ses partenaires, seront en capacité de contribuer à l'objectif de satisfaction des clients. Un futur enfin où le client est enclin à renouveler son expérience car il voit des résultats concrets sur la connaissance qu'on a de lui, la reconnaissance qu'on lui montre, la personnalisation réelle avec des vrais contenus poussés pertinents, des recommandations qui font sens, qui touchent au but, et également des offres innovantes, des offres qui sont innovantes et qui auront un certain succès. Et donc, le client prend confiance dans la marque. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, la mise en place d'un cercle vertueux qui est en jeu. Un cercle, en fait, où, à partir des données utiles et de qualité, les employés de la marque sont en capacité de mieux connaître, mieux comprendre les clients, mais aussi les tendances et générer en retour une satisfaction grâce à de meilleurs produits et services, une vraie personnalisation, un accompagnement sous la forme de recommandations. Le client, alors en confiance et satisfait, montre clairement plus de loyauté, d'engagement, a le sentiment d'appartenir à une communauté de pensée et va s'engager clairement plus auprès de la marque en tant que promotion et autres. Autre bénéfice de ce cercle vertueux, c'est que la marque et l'expérience elle-même deviennent alors des concepts qui sont réactifs au feedback. Feedback des clients, mais également feedback de l'environnement, bref, le feedback de tout ce qu'on va pouvoir capter de son environnement business, interne comme externe. Le CEO de Lévi-Strauss, marque qui connaît un succès depuis 167 ans, indique qu'un de leurs piliers pour traverser la crise est bien la relation forte qu'ils entretiennent avec leurs clients, qui se traduit notamment par un attachement très fort à la marque. Comment, pour mettre tout ceci en œuvre, l'identité est au cœur vraiment de la solution. Et c'est toute la part, donc tout part de la gestion de l'identité. Et donc le SIAM, en garantissant l'unicité des clients dans le SI et en facilitant l'interaction de tous les systèmes, est bien le fédérateur et l'accélérateur de ce cercle vertueux. Cercle sur lequel déjà de nombreux clients s'appuient. Ici, un exemple dans la grande distribution où, grâce à Rich5, 10 millions d'identités ont pu être fédérées sur plus d'une vingtaine de marques ou concepts qui ont permis d'engager une vraie transformation digitale et qui donnent déjà des résultats concrets avec plus de 30% de conversion par exemple. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir l'OM et quel meilleur exemple d'omnicanalité qu'un club comme l'OM dont les enjeux de croissance sont liés au développement d'une marque globale, fortement axée et dépendante du digital, mais dont le cœur de l'expérience à partager reste celle des matchs et du stade. Je passe la main donc à Frédéric Kozik, Head of Digital Transformation à l'OM.
Désolé pour ce petit interlude. Pardon, Frédéric je vais recommencer. Là, ça va repartir, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, à toi, Frédéric. Merci Vincent, désolé. Merci pour l'intro et ravi d'être là. Franchement, c'est super de pouvoir discuter de ça avec vous. Ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on traverse nous depuis quelques années dans cette réflexion d'amener le digital comme un catalyseur de développement du club et comment justement on va utiliser ces données-là pour essayer d'y parvenir. Donc historiquement, l'OM en fait c'est un ensemble, d'un point de vue techno, c'est un ensemble de briques technologiques qui étaient indépendantes les unes des autres, assez fragmentées, il n'y a pas vraiment de système d'information, c'était des briques métiers qui fonctionnaient très bien depuis des années, hein, c'était pas un problème à régler, il n'y avait pas quelque chose de cassé qu'il fallait réparer, c'était quelque chose qui fonctionnait, mais sans cohérence et sans notion de data liant toutes ces briques technologiques. Donc, on avait des briques métiers comme un outil billetterie qui était piloté par le métier, donc par les équipes billetterie à l'OM, un outil marketing direct piloté par les outils marketing, un outil compta directement piloté par les comptables, donc sans une couche technologique et une cohérence dans tout ça. Il y a à peu près 2 ans, on était fin 2018-2019, on s'est lancé donc dans ce projet de transformation, de création d'une plateforme technologique, parce qu'encore une fois, elle n'existait pas, donc l'idée c'était de la créer. Le but, c'était de répondre à 4 objectifs principaux. Le premier, c'était de se préparer aux enjeux des prochaines années. Donc, comment on pouvait faire de la techno et de la data un vrai catalyseur dans le développement du club, quels que soient les secteurs, que ce soit de la partie business, la partie connaissance client, la partie marketing, la partie sportive, la partie médicale. Comment faire de la techno et de la data un vrai catalyseur? Et donc, on devait anticiper non pas ce dont on a besoin aujourd'hui, mais ce qu'on aura besoin dans les prochaines années, en se fixant un cap. 2024 est souvent une date qu'on prend en interne. Pourquoi? Parce que 2024, c'est un peu un rendez-vous, tant parce qu'il y a les JO qui se passeront en France, mais aussi parce que c'est le nouveau cycle de Ligue des Champions. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2024, donc on essaie de converger en projetant l'entreprise, la structure en 2024. Donc de quoi on aura besoin à ce moment-là? Et donc comment on anticipe maintenant d'être prêt pour dans 3, 4, 5 ans? Le deuxième objectif, c'était d'arriver à unifier et améliorer l'expérience de nos 13 millions de fans. L'OM, c'est un club de foot, c'est une entreprise, mais c'est un club de foot. C'est une marque, mais qui a la grande particularité qu'on ne parle pas que à des clients, on parle d'abord à des fans, c'est très important. Et ces supporters-là, à un moment donné, se convertiront en clients, mais pas tous. Mais dans tous les cas, on parle à ces gens-là. Ils sont 13 millions dans le monde, ils sont extrêmement engagés, comme vous le savez, donc ils ont un niveau d'attente qui est extrêmement fort, mais ils ont une diversité qui est dingue, tant de par leur typologie de tranche d'âge, on a des très jeunes et des passionnés depuis 50 ans fans de l'OM, mais aussi par leur typologie de géolocalisation, hein. On a énormément de fans dans le bassin PACA, mais on en a au moins autant à Paris et partout dans le monde, de Shanghai à New York, en Australie. On a des visiteurs de Corée du Nord qui viennent sur le site de l'OM, ce qui est assez drôle. Cette diversité-là, il faut arriver à y répondre et arriver à proposer à tous ces gens-là une expérience unique. Je parlais des tranches d'âge, on a des supporters toujours plus jeunes et c'est comme beaucoup de marques, hein, mais pour un club de foot, c'est important au moins autant de cibler cette population-là et comment répondre à ces attentes-là. Le but, c'est pas de séduire les jeunes. Les jeunes sont en général engagés avec l'OM assez jeunes et le but, c'est plus de répondre à leurs attentes qui sont extrêmement changeantes en termes de consommation de marques et de contenu. Et des jeunes qui aujourd'hui vivent Internet sur TikTok, Instagram et Snapchat, c'est comment on va adresser cette population-là et être sûr qu'on leur propose le meilleur de l'expérience OM là où ils ont l'habitude d'être. Et pourquoi on les emmènerait sur un écosystème qu'on maîtrise plus comme l'écosystème de l'OM. Donc il faut aussi trouver des leviers là et ça passe beaucoup par le digital et la techno. Et enfin, je parlais des 4 objectifs. Le 4e, c'était un vrai changement pour nous, c'est qu'en janvier 2019, l'OM a récupéré l'exploitation commerciale de l'Orange Vélodrome, donc notre stade dans lequel on joue depuis des décennies, mais jusqu'à présent on était locataire du stade. On arrivait la veille avec nos équipements, on faisait un constat d'huissier, on jouait le match et on repartait le lendemain en refaisant un constat d'huissier, qui en termes de développement est extrêmement limité, comme vous pouvez vous en douter. Depuis janvier 2019, on exploite commercialement un stade 365 jours par an. Donc ça veut dire qu'on peut investir dedans, ça veut dire que c'est un lieu physique qui intègre l'écosystème OM 365 jours par an et pas que les jours de match typiquement. Donc comment on va aussi intégrer ce lieu physique dans l'expérience des fans dans un écosystème plus global. Voilà un peu les 4 objectifs qui ont poussé cette transformation. Et donc on s'est projeté en janvier 2019 dans
la création d'une plateforme techno en se donnant à peu près 24 mois de délai pour transformer ça, brique par brique, parce que l'objectif n'était pas de tout casser en faisant un énorme Big Bang, il fallait arriver à faire brique par brique, donc interfacer les anciennes briques avec les nouvelles, mais en gardant l'opportunité assez dingue de repartir d'une page blanche, et avec un fil rouge très important qui allait être la data. La data, on se devait aujourd'hui de construire quelque chose qui allait déverser et générer de la data, mais aussi utiliser la donnée qui pouvait être générée. Donc ce projet de transformation, il était à 360, ou en tout cas il touchait tout le monde, tant en interne qu'en externe. Je prends souvent l'image de l'iceberg, hein. Il y a la partie émergée de l'iceberg, c'est tout ce qui va être en contact avec nos fans. Donc les sites web, l'appli, les réseaux sociaux qui sont une extension de notre plateforme, mais qui ne sont pas une plateforme dont on a la possession, la maîtrise, et la partie immergée de l'iceberg, ça va être tout ce que vous voyez pas, mais qui est ultra important pour faire marcher tout le reste, que ce soit les outils billetterie, la partie data, la compta, les RH, le médical, le sportif, tout ce qui touche vraiment au cœur du business du club. Et donc pour aborder cette transformation technologique brique par brique, il y avait 2 enjeux ultra forts. C'était de garantir l'unicité dans l'expérience du fan. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec Reach5, c'est ce que Vincent expliquait, c'est comment on garantit à une personne qui se connecte dans l'écosystème avec son compte web que il va avoir une expérience seamless, enfin en tout cas sans couture, sur toutes les plateformes qu'il va pouvoir toucher. S'il se connecte sur l'appli, et quand il arrive sur le site, il faudra qu'il soit connecté. Quand il va arriver au stade et du Wi-Fi, il faudra qu'il soit connecté. Donc comment on arrive à apporter cette expérience pour le fan, mais aussi pour nous, c'est-à-dire que toute la donnée qu'on va capter sur cette personne, on soit sûr qu'on l'agrège pour une seule personne, avec un historique, proprement, et qu'on garantit cette unicité du fan. Et ensuite, on travaillait aussi dans l'aspect que, dans le fait que, comme je vous disais, on a une diversité de fans dans le monde qui vont chacun vivre des expériences très différentes parce qu'ils vont utiliser des canaux différents, que ce soit les sites web, l'appli, le site web, les réseaux sociaux. Et donc, on travaille avec Imakina. C'est pour ça aussi que je suis ravi qu'Imakina soit là aujourd'hui, pour nous apporter cette cohérence-là dans l'expérience. Comment on vit une expérience et comment on rend cette expérience cohérente, quelle que soit la manière dont je la consomme. Et comme je le disais, il y a le stade qui est arrivé. Et vivre une expérience dans le stade, c'est un peu l'expérience ultime pour un fan de l'OM. Et malheureusement, tout le monde ne viendra pas au stade pour vivre cette expérience-là. Et c'est comment on arrive aussi à retranscrire l'expérience au stade pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir y venir. Il faut que tout ça ait une logique de cohérence et qu'on n'ait pas l'impression de vivre 2 expériences différentes quand je suis sur la boutique de l'OM et quand je suis sur l'application. Donc Imakina nous accompagne là-dedans, cette transformation dans la cohérence de l'expérience. Je vais parler un peu de la data maintenant parce que c'est quand même un sujet important. Donc on a une approche extrêmement générique de la donnée en se disant que c'est pas que de la donnée business, on voulait avoir une approche ultra ouverte de la donnée, donc en se disant que tout ce qu'on allait mettre en place en termes de plateforme donnée, donc on parle d'un data lake, hein, c'est pour ça qu'on travaille avec Amazon Web Services là-dedans, c'est de penser la donnée comme une donnée qui peut être business, qui peut être très interne, donc comptable ou RH, qui peut être de la connaissance client, donc comment on agrège la connaissance et la qualification de nos clients, mais qui peut être aussi, et là on est plus proche de la particularité de notre industrie sportive, donc la donnée de performance des joueurs, la donnée d'historique des jeunes joueurs dans l'académie, pardon, la donnée médicale aussi, comment on est capable d'agréger la donnée de santé des joueurs et tout ce qu'on pourra utiliser derrière pour prévenir les blessures, etc., etc. Donc avoir une approche générique de la donnée en ayant un principe, un peu un mantra qui est de dire qu'on agrège la donnée, on la structure en une seule plateforme, on l'enrichit pour faire en sorte que cette donnée elle soit la plus riche possible et ensuite on voit comment l'utilise. Quel que soit le type de données dont je parlais, on va utiliser cette notion de j'agrège, je structure, j'enrichis et j'utilise. Et pour parler de la donnée, la donnée elle a un enjeu tant pour l'OM que pour l'expérience à ses fans. Souvent, on voit que la donnée, c'est un peu le nouveau pétrole et c'est quelque chose d'extrêmement important pour les entreprises, mais nous, on essaie de voir que c'est extrêmement important pour les fans aussi. En interne, évidemment, la donnée, on va essayer d'en faire le meilleur outil d'aide au choix stratégique pour le club et donc pour tous les collaborateurs du club. Se disant qu'en utilisant la donnée, on sera plus fort en recrutement, RH mais sportif aussi, on sera plus fort dans nos choix médicaux, j'en parlais, on sera plus fort dans nos choix business ou de segmentation marketing. Le mieux on connaît nos clients, le plus on peut leur vendre les meilleurs produits possibles, hein, ça reste une réalité. Pour vous donner 2 exemples là-dedans d'utilisation très, très interne de la donnée, il y a
la partie football analytics, de comment on va capter cette donnée-là sur la partie performance sportive, sur la partie historique des joueurs, des résultats sportifs, des autres championnats aussi, quand on essaie de trouver de nouveaux joueurs et de nouveaux talents. Et donc, cette agrégation de la donnée-là, on va essayer d'utiliser pour aider la partie sportive. Et aussi d'un point de vue plus business, et on travaille aujourd'hui sur des modèles prédictifs sur le remplissage du stage. Donc c'est du lead management qui existe depuis des années dans l'aérien et dans l'hôtelier. Typiquement, c'est être sûr d'optimiser sa stratégie de prix pour remplir au mieux le stade. Donc ça, c'est un enjeu très interne. C'est comment on va optimiser notre capacité à mieux vendre et à générer le plus de revenus de remplissage d'un stade. Mais ça a aussi une vocation à en tout cas prendre en considération l'expérience des fans, c'est-à-dire qu'en étant sûr qu'on prédit la meilleure stratégie de prix, c'est pas celle qui générera forcément le plus de revenus pour le club, c'est celle qui sera la plus adaptée au moment et à la capacité des fans à acheter ces places-là. Donc, c'est aussi vendre le meilleur prix pour toutes les personnes. Et pas forcément le prix le plus cher, pour être très clair, quoi. Donc ce projet de lead management, c'est 7 ans d'historique de billetterie qu'on intègre dans le data lake, qu'on fait processer par des algos qui essayent de prédire une stratégie de prix sur les prochains matchs et un suivi des ventes au quotidien jusqu'au jour du match. Donc ça, il y a encore quelques mois, quelques années, c'était du domaine de la science-fiction dans le monde du sport, parce que l'industrie du sport là-dessus est très en retard. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on commence à utiliser réellement. On capitalise sur ce qu'on met en place depuis 18 mois. Et enfin, pour parler un peu plus de la donnée comme aussi un usage qu'on va en faire pour les fans, encore une fois, mais c'est proposer aux fans la meilleure expérience possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient sur le site et qui est fan d'un joueur, qui est fan de Florian Thauvin, on va réussir à qualifier le fait qu'il soit fan de ce joueur-là en particulier, et donc petit à petit on va lui apporter l'expérience la plus personnalisée pour lui. Plutôt que de lui parler de tout un tas de joueurs, on va de plus en plus lui parler de ce joueur-là en particulier, sans forcément l'enfermer là-dedans, mais en tout cas lui faire ressortir ces contenus-là, et donc enrichir l'expérience de par la donnée qu'on a. Encore une fois, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça nécessite qu'il soit connecté, que ça soit facile de se connecter, qu'on sache que c'est lui, qu'on ait capté de la donnée sur ce qu'il aime depuis plusieurs visites, plusieurs semaines, plusieurs années peut-être, capitalise sur la fidélité qu'il nous donne aussi. Donc il faut tous ces prérequis-là pour commencer à proposer une expérience personnalisée. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que ce qui vit soit unique. C'est pas la même expérience pour tout le monde, hein. C'est ce que Amazon propose sur la homepage, hein. Il a autant de homepage que de visiteurs et de clients. Mais c'est proposer quelque chose qui parle aux gens parce que c'est ce qu'ils attendent eux, chacun, individuellement. Et je parlais du site web, mais on peut imaginer encore une fois comment on lie ça à une cohérence avec une expérience plus physique, donc une expérience au stade. C'est quelqu'un qui va venir au stade et parce qu'il est connecté, il a l'appli mobile dans sa poche, on va lui proposer de le guider jusqu'à son siège. On enregistre sa fidélité, on est capable de voir qu'il est très assidu, il vient tous les matchs. Donc on va remercier cette fidélité, peut-être en faisant du upsell, en lui proposant une expérience plus VIP une fois pour le remercier. On voit que à chaque match, il a l'habitude d'aller à la buvette et de prendre un soda avec tel sandwich et tel paquet de chips. Eh bien, on va lui proposer de pré-réserver cette commande-là en un clic, d'aller la chercher sans attendre à sa buvette. Voilà le genre de choses qui aujourd'hui sont les projets sur lesquels on travaille, qui sont encore une fois avec une vision double, qui est comment on apporte la meilleure expérience possible à nos fans et comment on optimise évidemment cette donnée-là pour capitaliser dessus en termes de valeur que la donnée peut nous apporter, en termes de revenus qu'elle peut générer, etc., etc. Voilà un peu le projet de transformation sur lequel on travaille depuis 18 mois maintenant. Notre ami le Covid a mis un coup dedans, mais on reste assez confiant pour que le planning ne reste pas trop changé, ce qui est plutôt bien, même si l'industrie du sport est pas mal secouée par le Covid, comme bien d'autres. Et voilà un peu ce que je voulais vous partager. Donc pour faire une passe décisive, comme on dit dans le monde du foot, à l'ami Nicolas d'Imakina. Nicolas, je pense que l'avantage d'Imakina, c'est qu'ils sont pas experts dans le sport, et ce qui nous allait très bien. Ce qu'on voulait, c'était d'avoir des gens qui ont une expérience, une expertise multi-industrie, et dans leur capacité à avoir proposer une aide sur un soutien, un support sur une expérience justement multicanal, multimédium. Et Imakina est très bon là-dedans, et on travaille avec eux justement pour s'inspirer de ce qui
ce qu'ils font dans d'autres industries. Et donc, je pense que j'ai assez parlé de foot. C'est peut-être bien que tu parles un peu d'autres industries, Nicolas, sur ces sujets-là. Merci Frédéric. Effectivement, je confirme que je ne suis pas le meilleur spécialiste du foot, mais on est très heureux de vous accompagner sur ces sujets-là et constatant aussi que parmi les participants aujourd'hui de ce webinaire, vous êtes à la fois nombreux et venant de secteurs divers, on voulait partager avec vous quelques constats et puis vous donner un exemple pour ouvrir, mais autour du même sujet, qui est le sujet de l'expérience qu'on apporte à des utilisateurs, à des consommateurs, à des fans, une expérience qui, a fortiori avec le Covid, va devenir de plus en plus importante parce que on le sent bien, tous en tant que consommateurs, on va être de plus en plus exigeants dans un contexte qui est quand même assez particulier. Alors, le premier constat qu'on peut faire, c'est que la crise qu'on est en train de traverser, elle a été un formidable accélérateur. Elle a d'abord été un accélérateur de sujets qui étaient latents, notamment la transformation digitale. Satya Nadella, quand il présentait les résultats de Microsoft il y a quelques jours, disait qu'en l'espace de 2 mois, il avait vu des entreprises se transformer plus vite qu'en 2 années. Et si on fait un zoom en France, plus proche de nous, au cours des 3 derniers mois, l'e-commerce a progressé en France plus rapidement qu'au cours des 3 dernières années. Et on est convaincus, nous, qu'un certain nombre de ces changements de comportement, ces changements d'habitude, que ce soit chez les entreprises et chez les consommateurs, vont rester. Ils ont été imposés par le confinement, ils ont été imposés par le Covid, mais ils vont rester. La deuxième chose, c'est que, notamment pour le commerce, mais fondamentalement pour l'ensemble des entreprises, on voit que ce monde volatile, incertain dans lequel on évolue, eh bien, il est en train de devenir la norme. Alors ceux qui doutaient de l'intérêt d'avoir des points de contact numériques avec leurs consommateurs, avec leurs fans ou avec leurs clients, et c'est ce que vous voyez à gauche, ce sont des dessins de Tom Fishburne du Marketonist. Pour ceux d'entre vous qui ne les connaissent pas, je vous les conseille, ils sont très justes. C'est que le Covid est en train de leur démontrer très cruellement qu'en fait, avoir uniquement des points de contact physiques, c'est pas possible. Quand Frédéric disait que l'expérience ultime, c'est celle du stade, quand on regarde les fans de l'OM, il y a effectivement la très grande majorité de ces fans qui ne mettront malheureusement pour eux jamais les pieds dans le stade parce que soit ils habitent très loin, soit ils auront simplement pas l'opportunité. Et néanmoins, ils sont fans, ils sont très engagés et il faut donc leur donner la possibilité, non pas physiquement, mais au travers d'autres points de contact, de vivre cette expérience. Les commerçants, pour prendre des exemples très concrets et prosaïques, qui n'avaient que des points de contact physiques au moment où le confinement a démarré, ils se sont retrouvés avec un business qui est parti au point mort, à zéro, avec les conséquences qu'on peut imaginer. La deuxième chose, c'est que cette nouvelle normalité, ce new normal dont on parle, il est incertain. Il est incertain par nature. Et donc, il va falloir que les entreprises, il va falloir que le commerce s'habitue à avoir des hauts et des bas et s'habitue malgré ça à servir du mieux possible, de la façon la plus efficace possible, ses audiences, que ce soit des entreprises, que ce soit des consommateurs, que ce soit des fans. On ne sait pas très bien de quoi demain sera fait, mais on sait qu'on doit être préparé. Et les quelques semaines qu'on vient de passer sont la démonstration de ça. Qui peut dire précisément ce qui va se passer à la rentrée? Qui peut dire précisément ce qui se passera à la fin de l'année? Honnêtement, replongeons-nous en décembre 2019. Bien malin celui qui aurait pu dire qu'on serait en train de discuter de ça aujourd'hui en mai. Et donc il faut pouvoir se préparer à ça. Le dernier constat qu'on fait, c'est que maintenant que on est en train d'être déconfiné, l'omnicanalité, donc la nécessité de pouvoir engager ses audiences sur des canaux différents, que ce soit dans le monde physique ou que ce soit dans le monde digital, devient encore plus importante. Dans l'univers du commerce, pour ceux d'entre vous qui sont retournés dans des boutiques depuis le déconfinement, mais vous voyez bien, on constate tous que l'expérience est très différente. Le fait d'avoir des masques, le fait de maintenir une distance physique, de maintenir des règles sanitaires, va faire que de nombreuses entreprises vont devoir repenser l'expérience qu'ils apportent à leurs audiences, l'expérience qu'ils apportent à leurs consommateurs, voire pour certains repenser leur business model. Et cette omnicanalité, c'est-à-dire la capacité en fait de proposer une expérience qui soit cohérente et qui soit fluide sur l'ensemble des points de contact de la marque, c'est ce qui va permettre justement aux entreprises et notamment au commerce de prospérer malgré
ce contexte. Vous voyez sur cette slide un certain nombre de stats. Bon, on aurait pu en ajouter plein d'autres. Il y en a une que je trouve intéressante, c'est que Shopify, qui accompagne beaucoup d'entreprises, notamment petites, dans la vente en ligne, ils ont des dizaines de milliers de clients, a constaté qu'en un mois de confinement, 25% de leurs clients qui avaient à la fois une présence en ligne et un ou plusieurs points de présence physique, donc des boutiques notamment, étaient passés à des logiques d'omnicanalité. En un mois, ils sont passés de 2% à 25%. Alors vous allez me dire, ils étaient contraints et forcés, mais ça devient la norme. Demain, vous ne voudrez plus vous déplacer pour aller en boutique et faire la queue. Aujourd'hui, les gens sont contents de ressortir de chez eux, sont contents de faire la queue parce qu'il fait beau. Quand on sera en septembre ou en octobre, qu'il pleuvra et qu'il fera froid, je peux vous garantir que personne ne voudra faire la queue. Et donc la complémentarité entre une expérience qui peut démarrer en ligne, par exemple pour prendre rendez-vous ou pour booker un certain nombre d'articles qu'on peut ensuite aller essayer en point de vente, qu'on peut aller toucher du doigt, c'est forcément quelque chose qui va devenir indispensable parce que certains vont le faire, certains le font déjà, et ceux qui ne le font pas vont se retrouver derrière avec les conséquences qu'on peut imaginer. Et en fait, on est, nous, convaincus, vous pouvez mettre n'importe quel buzzword, qu'il est important de passer du commerce omnicanal, de l'e-commerce, du commerce omnifié, du multi-channel, enfin tout ce que vous voulez, n'importe quel buzzword, à un commerce plus résilient. Parce qu'on a besoin d'être résilient, et l'incertitude dans laquelle on vit, ce que cette crise a montré, c'est qu'il faut être préparé pour pouvoir affronter plus efficacement demain. Affronter plus efficacement demain, ça veut dire servir le mieux possible, malgré le contexte, ses audiences. Que ce soit des fans, c'est le cas de l'OM, que ce soit des entreprises, des partenaires, des clients, ou que ce soit des consommateurs, c'est le cas du commerce. Et l'exemple qu'on voudrait prendre, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Pour accompagner la reprise, il y a tout un tas de moyens de le faire rapidement et de manière pragmatique. Rapidement, c'est-à-dire en quelques semaines et pas en quelques mois, de manière pragmatique, c'est-à-dire en étant économe de ses moyens, parce que le contexte de toute façon l'impose. Et je voudrais terminer en partageant un exemple avec vous. Au début du confinement, on a été approché par le groupe Allocare, que la plupart d'entre vous ne connaissent sans doute pas, qui est un des leaders du retail au Moyen-Orient. Ils permettent à plus de 200 marques françaises et internationales d'être distribuées dans la région, que ce soit dans les Émirats, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Koweït, dans toute cette région, au travers d'un réseau de distribution physique de plus de 1750 boutiques, essentiellement dans des centres commerciaux. Le problème auquel ils étaient confrontés, c'est que pour la première fois de leur histoire, les centres commerciaux au Moyen-Orient étaient fermés. Dans un monde où les consommateurs ont l'habitude d'aller plus de 2 fois par semaine dans ces centres commerciaux, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt jusqu'à présent à leur proposer un canal supplémentaire qui aurait été un canal numérique. Là, ils se retrouvaient avec aucun moyen à la fois de contacter, de maintenir le lien avec leurs consommateurs et puis de leur permettre d'acheter ce qu'ils souhaitaient. Dans un contexte de Ramadan qui s'est terminé le week-end dernier et où l'Aïd, les fêtes qui marquent la fin du Ramadan, sont des moments commerciaux traditionnellement très forts. Donc en 3 semaines, j'insiste, 14 jours ouvrés, puisqu'il devait y avoir un jour férié, on est en mai, on est en France, en 14 jours ouvrés, on a permis à ce client d'ouvrir un centre commercial virtuel. Aujourd'hui, il y a 20 marques qui sont présentes sur ce centre commercial. Il a été mis en ligne lundi dernier, il y a maintenant une dizaine de jours. Et chaque jour, chaque semaine qui passe, d'autres marques viennent se mettre en ligne, ce qui leur permet d'abord de continuer à faire du business alors que les centres commerciaux sont toujours fermés. Et au moment où les centres commerciaux réouvriront, évidemment, on les accompagnera sur une complémentarité entre ce canal numérique, ce point de contact numérique et l'expérience physique. Pourquoi est-ce que cet exemple nous semble pertinent au moment où on est en train d'être déconfiné, notamment en France? Parce que c'est quelque chose qu'on a pu faire, et la technologie le permet, dans des délais extrêmement courts. Ce qui leur a permis de tenir une échéance qui était l'échéance de la fin du Ramadan, et ce qui leur permet surtout demain d'être beaucoup mieux armés pour continuer d'accompagner et de servir leurs clients sur toutes les géographies où ils opèrent. Voilà. Et je voudrais vous laisser avec cette idée que ce ne sont pas des projets qui sont autant longs. Pourquoi ? Parce que le contexte nous l'empêche. On peut aujourd'hui être extrêmement réactif et permettre à ceux qui sont particulièrement en retard
et qui vont donc être pénalisés au moment de la reprise, de pouvoir en fait offrir à leurs audiences une expérience qui soit la plus efficace possible, parce que fluide, aussi bien en ligne qu'hors ligne, avec la possibilité évidemment d'être reconnu à toutes les étapes du parcours client. Voilà. Et sur ce, je voudrais terminer d'abord en remerciant Frédéric, mais aussi en vous disant que, comme le disait Peter Drucker, quand vous voyez une grande entreprise, c'est qu'à un moment, un certain nombre de dirigeants ou de personnes ont pris des décisions courageuses. S'embarquer dans un projet de transformation, c'est toujours une décision courageuse, parce que c'est forcément quelque chose qui va impliquer à la fois de la technologie et surtout des hommes. On parle de changement et on sait que ces changements-là sont source de friction, sont source de tension et que c'est nécessaire pour pouvoir progresser. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le contexte nous impose d'avancer, impose à tous les business de se réinventer pour faire front, pour être plus résilients. Et donc, je vous souhaite à tous de prendre des décisions courageuses pour pouvoir sortir de cette crise, ce qu'on est en train de faire, le mieux armé possible. Voilà. Et j'en ai fini. Je vais donc passer la parole à Vincent pour clore. Merci Frédéric, merci Nicolas pour ce partage d'expérience très riche. Nous avons quelques questions. Une première question qui est concrètement pour le client fan, quelles solutions mises en place pour garantir l'unicité et la qualité de la donnée client? Où se situe la master data? Est-ce que Frédéric, tu veux partager ton expérience sur cette première question? Ouais, c'est une bonne question. C'est ultra important, effectivement. On fait face à. J'ai beau dire que on partait d'une architecture avec des briques indépendantes et que maintenant on met quelque chose de cohérence. La cohérence est apportée par quelque chose de central qui est la data, mais les briques restent chacune dans leur métier. Très indépendante, et un site e-commerce, il a sa notion de données clientes qui lui est propre, et ça va rester le cas. Un site billetterie, de vente de billetterie en ligne, c'est pareil, la donnée billetterie cliente rattachée à des transactions qui restent propres. Et nous, on se doit d'arriver à faire un peu le chef d'orchestre de tout ça et rattacher toutes ces données éparses à une seule fiche client. Donc, d'un point de vue plus technologique interne, c'est tout rattaché à un identifiant unique dans l'écosystème OM. Il y a un identifiant billetterie, un identifiant boutique, etc., un identifiant Wi-Fi, etc. Nous, on va essayer de tout rattacher à un identifiant unique. Identifiant qui est partagé avec Reach5. Et donc, Reach5 nous apporte ce côté singulier et unicité du client. Et pour le fan, ce qu'on lui a mis en place, c'est un portail SSO, donc du single sign-on, où via une passerelle dédiée et indépendante qui s'appelle connect.om.fr, il va pouvoir se connecter ou se créer son compte et se connecter. C'est cette plateforme-là qu'on va faire intégrer à toutes les briques qu'il y a autour. Donc, pour aller sur la billetterie, il faut se connecter via connect.om.fr. Pour la boutique, pareil. Pour le Wi-Fi, pareil. Et c'est ce qui permet aussi de partager de la session entre toutes ces briques-là. Une fois que je suis connecté sur Connect, toutes les briques qui ont interfacé ConnectOM, ils pourront partager un jeton de session et le fan sera connecté de manière complètement transparente et sans couture sur toutes les briques OM. Voilà un peu comment on fait. La donnée master, elle est dans le data lake OM parce que c'était important pour nous d'internaliser cette expertise-là. C'est encore, tout à l'heure, je parlais d'asset. La donnée OM est un asset pour l'entreprise OM parce que l'OM sera plus fort et gagnera en valeur si on capte et on internalise cette donnée-là, donc hors de question de l'éparpiller ailleurs. Par contre, le travail d'unicité de cette donnée-là, on le fait de main dans la main avec Reach5. Non, c'est le métier premier. Je ne sais pas si tu veux compléter, Vincent, mais c'est plus... Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille a vraiment cette vision d'unicité de l'identité. Et donc, en fait, l'intégration de la solution Reach5 permet à l'ensemble de tous les touchpoints, que ce soit la billetterie physique, digitale, que ce soit l'OM Prime, que ce soit le site web, le merchandising, permet en fait de connecter ces systèmes au référentiel d'identité qui est Reach5. Et en fait, une fois qu'on a fait cela, on a créé, comme tu le disais Frédéric, cet identifiant unique qui permet ensuite de fédérer la donnée. Donc en fait, on facilite la synchronisation de toutes les briques du SI.
On facilite le croisement des données, dans le sens, les données, on est assuré que ces données-là sont bien associées au même client. Et donc, on a à nouveau cette capacité pour l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des acteurs, d'avoir de la donnée actionnable. Nous avons une autre question concernant une question sur, au sein de l'OM, combien de personnes sont dédiées à gérer la data pour faire les analyses, les recommandations, et ces personnes font-elles partie d'une même équipe? Peut-être pour toi, Frédéric? Ouais, c'est une question assez précise. L'approche de la data, comme je disais, on la veut de la manière la plus transversale possible. Donc la donnée, elle doit être au service de tous les collaborateurs de l'OM. Il n'y a pas de il y a pas ceux qui l'utilisent et ceux qui l'utilisent pas. Ça, c'est la vision. Après, chaque métier a des besoins ou un intérêt à l'utiliser plus ou moins, mais l'objectif, c'est qu'elle soit là pour aider tout le monde. Et donc, je parlais tout à l'heure d'aide à la décision et de faire en sorte qu'on apporte une plateforme qui permet de choisir ou mieux décider parce que la donnée l'aide. Après, il y a des équipes dédiées en data, tant d'un point de vue technique, et ça, c'est plus dans l'équipe digitale où on développe en interne une plateforme data qu'on veut la plus générique et transversale possible, donc qu'elle soit utilisée par toutes les équipes métiers derrière, que ce soit le sportif, le médical, le business, la CRM, la BI. Toutes ces équipes-là utilisent une même plateforme, et ce qui est un enjeu super important pour justement agréger la donnée à un seul endroit et pas l'éparpiller. Et après, on va avoir des métiers qui vont l'utiliser. Les équipes marketing et les équipes médias pour communiquer vont segmenter la donnée et donc l'utiliser pour parler directement aux clients. L'équipe sportive, Football Analytics, va utiliser la plateforme pour manipuler de la donnée sportive et sortir des rapports ou des modèles d'algo qui permettent de tourner dessus. Voilà. Et après, on a un data manager qui permet d'apporter une cohérence dans tous les projets data que l'OM peut avoir, que ça soit des enjeux juridiques de RGPD, des enjeux de cohérence des projets data, mais aussi des enjeux d'évangélisation de la data. C'est pas juste de dire on vous propose ça à utiliser, c'est plus comprenons quels sont vos métiers et comment la data pourrait vous aider à être plus pertinent sur vos métiers. C'est aussi ce rôle d'évangélisation qui est ultra important. Merci Frédéric. De nombreuses questions, on va devoir filtrer malheureusement. Une autre question te concernant, également assez précise, tu verras, quelle est la stack marketing pour l'OM, base de données, architecture du data lake, outils d'activation? Si je rentre dans la technique et l'archi, il y a des gens beaucoup plus pertinents que moi dans l'équipe qui pourront répondre, qui pourraient faire une conférence de 2 heures sur la question. Et j'ai la chance d'avoir une équipe formidable là-dessus. Et c'est aussi pour ça que derrière les projets, il y a des hommes et on a la chance d'avoir une équipe qui est impliquée et qui est ultra impliquée chez nous. Donc je vais pas rentrer dans le sujet technique, plus sur la partie vraiment outils marketing. L'objectif, c'est d'avoir un data lake commun qui est hébergé sur du AWS, donc Amazon, et qui nous permet d'agréger, de qualifier la donnée, de la structurer, et ensuite on va l'exposer à des outils métiers. Donc dans la partie marketing, on travaille avec Splio, qui est une super agence de marketing direct qui nous permet de segmenter. Là, c'est vraiment la segmentation CRM et du marketing direct. Je segmente, je fais des listes et je suis toutes les communications et les scénarios de communication marketing que je peux avoir, que ce soit par newsletter, par SMS, et qui vont s'appuyer sur ce qu'on agrège dans le data lake, mais qui derrière nous propose les outils en tant que tel pour partir d'une liste de contacts et envoyer des emails, suivre la performance d'ouverture de ces emails, relancer, les faire rentrer dans un scénario, etc. Il y en a une autre qui est Batch, encore une super agence qui nous permet de faire du push notification, que ça soit sur l'appli mobile, mais aussi sur du desktop. Pas négliger les push desktop qui sont ultra pertinents et qui sont de plus en plus qui rentrent de plus en plus dans les habitudes de consommation des utilisateurs en ligne. Pareil, on structure la base chez nous et ensuite on utilise l'outil Batch pour segmenter et pousser des contenus ou des produits ou des offres via du push notification avec Batch. Voilà, après c'est pareil, je vais essayer de répondre court parce qu'il y a beaucoup de questions et je pourrais parler pendant des heures sur ces sujets-là. On a le temps de prendre une toute dernière question, Frédéric, qui te concerne également. C'est au sein de l'OM, un peu une question sur la genèse en fait de votre projet de data centric. Est-ce que c'est une personne qui est à l'origine, un groupe de personnes ou autre?
La genèse du projet, c'est vrai que j'ai commencé l'histoire en vous racontant, on lance le projet, mais avant de lancer le projet, il fallait définir qu'il y avait un projet, il fallait aussi valoriser ce que ça allait pouvoir apporter, mettre en face un budget, un planning. Enfin, c'est pas rien un projet de transfo comme disait Nicolas tout à l'heure. Le projet, il est parti un peu de l'évolution de la transformation de la boîte. L'OM a été racheté il y a presque 4 ans avec de nouvelles ambitions, de nouveaux moyens, de nouveaux enjeux, de nouvelles équipes. On a beaucoup travaillé les 2 premières années sur la transformation média du club et faire transformer une chaîne de télé qui était OM TV à une content factory digitale qui produit des contenus beaucoup plus en adéquation avec les modes de consommation des utilisateurs aujourd'hui. J'en parlais, des réseaux sociaux, des jeunes qui sont sur TikTok, ce genre de médias-là. Et on a beaucoup travaillé à transformer les outils, les moyens de produire, la stratégie de contenu et transformer les métiers aussi, parce qu'on parlait de personnes qui étaient sur une chaîne de télé à une personne qui produisent des contenus digitaux. Tout ça a pris du temps. Et une fois que ça s'était en place, on a fait le constat de l'architecture fragmentée dont je parlais tout à l'heure, très éparpillée, et du fait que, 1, ça marchait aujourd'hui, mais que 2, on arrivait à un plafond de verre, à des limitations, parce qu'il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas cette notion de data. Donc on a fait cet audit, on a fait une architecture, on est parti page blanche, en se disant c'est quoi l'enjeu si on se projetait à 5 ans et vraiment on part de zéro. Et on allait vendre ça en interne, le pitcher en interne, trouver de l'adhésion au sein des équipes qui allaient utiliser déjà ça, donc plus les équipes business, marketing, mais aussi les équipes sportives, le pitcher à la direction, le pitcher à l'actionnaire et se lancer dans ce projet de refonte là. Ça suscite l'adhésion parce que ce genre de projet-là, ça a beau être un projet techno, c'est au moins autant d'humains que de techno, et certainement plus d'humains que de techno. Et vous avez beau construire la plus belle des Ferrari ou des plus belles Porsche, si la personne ne sait pas la conduire derrière, on n'a pas envie de la conduire, votre projet non seulement ne sert à rien, mais en plus est remis en question parce que on pense que c'est un mauvais choix au départ. C'est important de susciter l'adhésion et de se fixer je parlais tout à l'heure de projets faits brique par brique. Si on veut tout faire en même temps, on fait tout mal. Pour moi, il faut commencer brique par brique et aller de petite victoire en petite victoire, parce que chaque petite victoire suscite l'adhésion, justifie le projet, permet d'envisager le coup d'après, et donc de victoire en victoire, vous ramenez des gens dans le projet et votre projet devient de plus en plus gros. Voilà un peu l'approche qu'on a eue sur la genèse du projet. Et donc, merci encore Frédéric. Une toute dernière question pour nos amis d'Imakina. Nicolas, pour lancer un site e-commerce en moins de 3 semaines, donc votre retour d'expérience sur Allocare, j'imagine que l'entreprise doit remplir un certain nombre de prérequis. Lesquels ? Alors effectivement, on n'est pas dans le business de la magie, donc on peut aider, mais il faut qu'on soit un tout petit peu aidé. Je pense que il y a 2 choses qui sont importantes et ça va rejoindre ce que disait Fred sur les projets de transformation. Le premier, c'est qu'il faut qu'on ait une implication chez le client des équipes parce que c'est forcément dans une logique de partenariat qu'on peut avancer. Donc ça, c'est très important. C'est pas quelque chose qu'on peut porter seul, il faut qu'on le fasse à 2. C'est généralement vrai de tous les projets qu'on mène, mais quand en plus on a la pression du temps, c'est encore plus important. Et la deuxième chose qui est vraiment fondamentale, c'est que qui dit projet e-commerce notamment, dit forcément logistique, parce que si on vend, eh bien il faut ensuite qu'on puisse délivrer la promesse à un consommateur ou à un client. En l'occurrence, Allocare, puisqu'ils opèrent plus de 200 marques dans la région, avait une plateforme logistique extrêmement performante. Par contre, ils étaient très en retard, comme je l'ai expliqué, sur le digital. Et pour le coup, l'ensemble de leurs données n'était pas digital ready. Donc on a dû les aider et on continue de les aider sur le fait de structurer leur information pour qu'elles puissent être exploitées sur des canaux numériques. Mais ce qu'on n'aurait pas pu faire en 3 semaines, c'est monter une logistique et des canaux qui permettent de livrer, de gérer les retours et donc, une fois qu'on a pris une commande, de satisfaire un client. Voilà. Merci Nicolas. Et pour terminer, dans le contexte de l'OM, pour vous et Imakina, l'apport du SIAM et de Rich Five? C'est fondamental, et Frédéric, vous l'avez tous les deux bien évoqué. Frédéric a dit il y avait un certain nombre d'outils qui vivaient leur vie indépendamment les uns des autres. Si on se met du point de vue du fan, donc du point de vue du consommateur, forcément ça implique une expérience qui est fragmentée.
Aujourd'hui, et je pense que c'est encore plus vrai après la crise qu'on a traversée, les clients, les consommateurs, les fans ne veulent plus ça. Et donc sans SIAM, c'est extrêmement complexe de reconnaître quelqu'un sur un certain nombre de points de contact, donc tout au long de son parcours, pour pouvoir lui proposer une expérience qui soit la plus fluide possible. On a tous en tête des exemples où on est obligé pour la 3e, 4e ou 5e fois consécutive de se re-identifier, de ne pas être reconnu, de rentrer les mêmes informations, parfois d'avoir des informations qui sont obsolètes. Et c'est catastrophique. Or, on est aujourd'hui dans un monde où on va devoir composer, avancer sur 2 jambes. Une jambe qui est un certain nombre de points de contact qui sont numériques et une jambe qui est un certain nombre de points de contact ou d'interactions qui sont physiques. Si les deux ne se parlent pas, et vous pouvez démultiplier par le nombre de points de contact, vous ne pourrez jamais durablement construire une expérience qui soit satisfaisante. Donc pour nous, c'est la clé de voûte, c'est le prérequis, c'est la fondation, le préalable à toute expérience qui soit efficace, parce que fluide. Merci Nicolas. Donc je voulais clôturer donc ce webinaire aujourd'hui. Tout d'abord en remerciant Frédéric et l'Olympique de Marseille pour leur contribution et leur partage d'expérience. Nicolas et Imakina également pour leur partage d'expérience, d'expertise et de maturité sur ces sujets, ainsi que toutes les personnes présentes qui ont écouté ce webinaire. Ce webinaire sera disponible demain sur le site de Reach5. Vous avez nos coordonnées en début de présentation. Nous sommes tous les 3 disponibles pour engager la discussion et répondre à de plus en plus de questions et vous aider dans vos projets. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée.